Bonjour téléauditeurs, merci de nous retrouver dans le cadre de notre dernier rendez-vous de la semaine. Les maternelles, c'est tout de suite. On va parler contraction, on va parler délivrance. Alors, contraction, on parle des contractions lorsque c'est parce que c'est l'un des premiers signes du travail, ce qui montre que le travail a commencé. On parle également de délivrance parce qu'elle commence immédiatement après la naissance de l'enfant et se termine avec l'expulsion complète du placenta et des membranes. J'espère que je ne me suis pas trompée. Nous sommes en compagnie du docteur Emma Honoré, gynécologue, et Grace Misset, sage-femme. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce vendredi matin. Installez-vous confortablement, téléauditeurs. On se retrouve après cette ponctuation musicale. Merci à Caresse Fosso pour cette berceuse. Vous avez aimé? Oui. Vous en connaissez des berceuses? Oui, c'est une... je crois qu'il y a aussi Angélique Kidjo qui a quand même des chansons de berceuses. Oui. Vous avez des souvenirs de votre enfance, des berceuses comme ça, comme celle-là? Pas du tout. Non. Et vous, Grace? Non. Mais vous êtes celle qui reçoit toujours les bébés. Alors, il y a toujours une petite chanson? Non, pas du tout. Non. On est pressé. Quand on est dans la salle d'accouchement, on est pressé. Donc, ça se joue sur un temps. Ok, en dehors de la salle d'accouchement, vous êtes la mère des bébés, parce que quand on parle de sages-femmes, c'est d'abord vous, en fait. Donc, oui. Oui. Ok, on va parler des contractions à la délivrance. Qu'est-ce qu'une contraction, docteur? Alors, des contractions, lorsqu'on parle de contractions, on voit beaucoup plus de douleur. En fait, douleur? Oui. Oui. Une fois, contraction, c'est simplement un enchevêtrement des fibres musculaires les unes dans les autres. En fait, les deux types de fibres musculaires, il y a ce qu'on appelle l'actine, il y a la myosine, qui vont se relâcher et puis s'entrecroiser en libérant une certaine énergie qu'on appelle l'adénosine triphosphate. Alors, l'enchevêtrement de ces fibres-là, ça peut entraîner des douleurs. Au niveau de l'utérus, justement, il est formé de ces fibres, c'est un muscle. Et chez la femme enceinte, ça va entraîner ces contractions. Donc, ça rentre dedans, ça ressort. C'est un peu comme des ressorts. Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Est-ce qu'on est forcément obligé d'avoir des contractions? Oui. Alors, simplement parce que l'utérus se termine par le col de l'utérus par lequel va sortir le bébé lorsqu'on est à maturité. Il faut justement que ces contractions s'exercent pour pouvoir ouvrir le col et le dilater. En fait, c'est ça. Elles vont commencer déjà par ce qu'on va appeler les contractions de Braxton Hicks. C'est ce que les femmes appellent généralement des fausses contractions, qui commencent à partir du 8e mois, à partir de la 37e semaine d'aménorrhée généralement, qui sont sourdes, continues, efficaces. Elle va ressentir, elle va dire, mais je ressens quelque chose, je ressens le ventre qui durcit. C'est ça qu'on dit qu'on est déjà fatigué, c'est cet état qui... Disons qu'à partir de lorsque ça pèse, on est déjà fatigué, mais ce n'est pas ça qui va donner la fatigue. Lorsqu'elle met la main sur l'abdomen, sur le ventre, on va ressentir que ça se durcit un tout petit peu. Ça pèse. C'est pas très, très désagréable. Oui. Non, la pesanteur, c'est parce que le bébé il est en train de descendre. D'accord. Je disais donc, ça commence déjà à préparer le col de l'utérus, qui au départ, il faut le dire, il est long, il est fermé. Mais en fin de grossesse, avec ces petites contractions, ça agit sur le col et qui lui commence à se raccourcir et à s'ouvrir. Vous avez parlé de dilatation. C'est quoi une dilatation? Alors, la dilatation, c'est la capacité du col de l'utérus à s'ouvrir. À s'ouvrir, le bébé. Oui, mais il y a des femmes qui ont eu ces problèmes de dilatation alors qu'elles sont loin du terme. Qu'est-ce qui peut être dû à cela? Bien sûr, dans toute chose, elle ne me démentira pas, il y a des excès comme il y a des manquements. Alors, il y a des normes, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain degré d'avancement de la grossesse, le col qui était fermé, qui était long, probablement fermé, qui était à postérieur, elle va mieux décrire ça, ou antérieur, il change de position pour pouvoir laisser passer le bébé. Malheureusement, cela ne va pas se passer de la même façon pour toutes les femmes. Il y a des femmes qui vont voir le col s'ouvrir beaucoup plus rapidement, c'est ce qu'on va parler d'accouchement prématuré, de
menaces d'accouchement prématuré, Oui. ou même de menaces d'avortement tardif lorsque le col il s'ouvre beaucoup plus tôt qu'il ne le faut. Oui. À l'opposé, il y aura des femmes qui, même jusqu'à 9 mois et même 9 mois plus, auront un col qui restera à la même position qu'au départ. Là, la sage-femme vous dira tout à l'heure qu'on va parler du coefficient du score de Bishop, c'est-à-dire Oui. que il est resté toujours dur, et alors le Bishop, il est mauvais. Et lorsque ça s'ouvre avant, comme on l'avait dit un peu plus tôt, qu'est-ce que vous faites en tant que médecin face à une patiente qui a ce problème? Alors, il y a plusieurs thérapeutiques qui sont adoptées pour pouvoir régler le problème. Déjà, il faut constater que c'est pas normal. C'est le rôle de l'équipe de santé de dire que non, ce col, il ne devrait pas être à ce niveau, à cette étape de la grossesse. Alors, les thérapeutiques, je disais, sont nombreux. Cela peut aller simplement au simple repos où on va demander à la patiente de se reposer. On va donner des arrêts de travail, ce qui malheureusement ne plaît pas beaucoup. À tout le au monde? patron, oui, Oui. au patron d'entreprise qui dit mais non, vous voyez le temps de travail. Mais non, elles ont besoin de ce repos-là parce que juste le repos, ça leur permet de stabiliser le col. Non, pas de refermer parce que beaucoup de femmes, quand elles reviennent, docteur, est-ce que ça s'est refermé? Non, ça ne va pas se refermer, mais cela ne va pas continuer à pouvoir s'ouvrir. Il y a le repos, il faut éviter le stress parce que le stress parfois sont des facteurs importants de contraction de l'utérus. Si on les met dans des conditions, dans des environnements qui permettent un bon relâchement de l'utérus et du col. Maintenant, lorsque ces méthodes-là ne marchent pas, on peut amener le traitement. Mais avant d'aller au traitement, je disais, il y a le repos, Oui. il y a éviter le stress, on va demander de ne pas marcher, on peut vous demander d'éviter des rapports sexuels, on peut vous demander d'éviter de monter les collines ou bien les escaliers si vous habitez dans des appartements où vous êtes au dernier niveau, par exemple un niveau de 6 niveaux, il faut Oui. pouvoir éviter de pouvoir grimper simplement parce que lorsque vous grimpez, il y a l'effet de la pesanteur qui fait que l'enfant, lui, il va beaucoup plus s'appuyer sur le col et ce col, il va s'ouvrir un peu plus. Ok, Grace Misset, de vos expériences, est-ce que les femmes vivent cette période de la même manière? Quand vous les recevez, comment est-ce que ça se passe? Merci déjà. Bon, toutes les femmes n'ont pas la même manière, la même capacité de vivre leur grossesse. Oui. Vous allez arriver chez les multiparts qui vont vous dire, bon, la grossesse précédente les contractions n'étaient pas comme celles de maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en fait, on constate que chaque grossesse Oui. comporte sa particularité, quoi. Oui. Donc, oui. Il ne faut pas s'attendre à que, bon, mon enfant, j'ai accouché. Oui, j'ai pas eu trop mal la dernière fois, oui. Ou mes contractions n'étaient pas dorsales, étaient juste oui. juste au niveau du périnée. Et puis, bon, je suis arrivée 3 heures de contraction et puis j'ai accouché. Non. Voilà, justement, puisque vous parlez de la durée, docteur, qu'est-ce qui explique que chez certaines femmes, qu'il y ait plus de temps de contraction que d'autres? Et ça, on ne peut pas expliquer. Pas du tout. Ça, on ne peut pas expliquer ça. Chaque personne est individuelle. Simplement, on sait qu'il y a des normes. Elle va le dire, Grace va vous le dire. Il y a ce qu'on appelle le partogramme qu'il faut établir. On sait qu'il y a une certaine durée. Chez une primipa, par exemple, on sait que la durée maximum de travail est de 10 heures. Voilà. 10 heures? Oui, 10 heures. Alors que chez une multipart, chez une pluripart, pas forcément une grande multipart, chez quelqu'un qui a déjà accouché, on estime que cela devrait durer environ 6 heures de temps. Mais encore qu'il faut bien déterminer quel est le début du travail d'accouchement. Justement, voilà. Je me suis posé la question là tout de suite. Est-ce qu'on peut être déjà en pleine contraction sans s'en rendre compte que nous avons des contractions? Ben non. Non, pas du tout. Les contractions sont le principal signe du début du travail d'accouchement. Maintenant, il revient à la sage-femme ou au médecin de pouvoir rechercher les autres éléments qui lui permettent de dire « je suis en travail ». Elle va venir en disant que j'ai des contractions et parfois, ce n'est pas de contractions. Ça, il faut le dire. Elle a mal, mais ce n'est pas de contraction. C'est peut-être une infection génitale, c'est peut-être une infection urinaire, c'est peut-être un paludisme qui fait qu'elle ait des contractions, mais qui ne correspondent pas
à un travail d'accouchement. Donc, il y a des éléments locaux. Lorsqu'elle va faire le toucher vaginal, elle va se rendre compte que le col n'est pas le col d'une femme qui est en début du travail d'accouchement. Et ça, elles sont généralement énervées de dire, oui, mais on m'a renvoyé à la maison alors que je fais déjà accoucher. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on dit. Alors, lorsqu'elle arrive, lorsque le médecin dit, vous devez vous rendre dans la salle de travail, vous, en tant que sage-femme, qu'est-ce que vous faites d'abord? Vous commencez par où? Il faut d'abord qu'on vérifie. Quand elle arrive, on vérifie d'abord si c'est vraiment, comme il a dit, un vrai travail, ou un faux travail. On l'amène d'abord à ça d'examen. On va essayer de... On va d'abord on va écouter les BDCF. Les BDCF, non, on ne comprend pas ce que c'est. Le battement du cœur du fœtus. Oui, on va prendre sa tension, on va prendre ses paramètres, en fait. Et puis, on va faire le toucher. Oui. Et le toucher, quand le col est mou, il est déjà... Voilà, on arrive à cette histoire de toucher que nous, on ne comprend pas. Moi, je vous assure, j'ai assisté à une scène pareille. La dame enceinte était carrément contre. Elle ne voulait pas qu'on la touche. Est-ce qu'il faut toujours... est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de voir que, bon, voilà, ça se passe mieux? C'était compliqué pour les sages-femmes, je vous assure. Donc, oui. Oui, c'est vrai qu'on rencontre cette situation. Mais déjà, je vais faire une précision. Oui. La salle obstétricale est organisée d'une certaine façon. Lorsque la femme arrive, elle ne va pas directement en salle d'accouchement. Oui. Elle va en salle de pré-travail. De pré-travail. Oui. Parce qu'il y a une salle dans laquelle on va préparer la dame à pouvoir accoucher. C'est dans cette salle-là qu'on va avoir des musiques comme celle de Caresse Fosso dont on a écouté tout à l'heure, qui va la relaxer, qui vont... Je vous assure que toutes ne sont pas disposées à écouter de la musique à ce moment. Oui, mais ça, pourtant, c'est parfois important. C'est parfois important. Maintenant, revenons sur la question essentielle. Oui, il y a des femmes qui sont pusillanimées, hein, qui ne vont pas facilement déjà se déshabiller, même devant une femme, c'est difficile pour elles. D'autres, on leur a déjà tellement raconté tellement de choses sur l'accouchement qu'elles ont déjà mis dans leur tête que ça, c'est impossible que je puisse accoucher. Et alors, le toucher vaginal, c'est douloureux parfois, ça il faut le dire. Surtout lorsqu'on a un orifice vulvaire qui n'est pas assez, qui est très étroit, et que la sage-femme ou bien le maïeuticien ou bien l'obstétricien qui arrive, elle a des gros doigts, je pense que c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable. Mais c'est un passage obligé. Pendant le travail d'accouchement, il n'y a pas un autre moyen de pouvoir dire si on a dilatation complète ou si on ne l'est pas. Et je pense qu'on le fait plusieurs fois. Oui, parce que, je dis encore, jusqu'à ce niveau, il n'y a pas encore de machine qui permette de dire que le col est dilaté. Il y a, à l'échographie, on peut mesurer la longueur du col. On peut apprécier s'il est en train de s'ouvrir, mais l'échographie ne peut pas nous dire si on a 4 cm, si on a 5 cm ou bien si on en a 10 cm. Justement, cette histoire de centimètres et de doigts, on ne comprend pas. Vous mesurez ça comment? Alors... Vous avez appris le journalisme à l'école. De la même façon que Grâce a aussi appris à pouvoir évaluer. Tout ce qu'on sait, les dames et moi, tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on dit un doigt, 2 doigts, c'est exaspérant, ça n'annonce pas forcément la bonne nouvelle. On veut juste que ça se passe vite. Alors, il faut donc faire la précision. On n'évalue pas en termes de doigts, parce que les femmes disent « Ah, on a dit qu'elle a 10 doigts. » Non, c'est pas possible. On ne peut pas prendre les 10 doigts et mettre à l'intérieur. Par contre, c'est le doigt qu'on essaie déjà de mettre. Elle a un doigt, on peut dire. Elle a 2 doigts, ça on peut dire. Mais en termes de 2 doigts, on sait à combien de centimètres de dilatation ça correspond. Ça, nous le savons. Et même si on n'a pas toujours tous les mêmes mesures, on se rapproche à demi-centimètre, 1 centimètre près, pour tous ceux qui sont expérimentés. Dans une équipe obstétricale, tous ceux qui sont là devraient pouvoir avoir les mêmes dimensions. C'est-à-dire que grâce à examiner, elle me dit, elle est à 4 cm et que moi, j'examine, je ne peux pas dire qu'elle a 8 cm. Ça, c'est pas possible. Je pouvais dire qu'elle a 4 cm ou bien qu'elle a 5 cm, par exemple. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui est intégré dans la tête. En fait, c'est comme elle a 2 doigts, on essaie d'écarter les 2 doigts pour savoir qu'elle a dilatation d'un bout à l'autre bout du col de l'utérus. C'est comme ça qu'on essaie d'apprécier
Et c'est vrai, lorsque vous mettez sur 1 mètre de ruban, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ça fait 2, ça fait 4, ça fait 10 centimètres. Nous sommes déjà au niveau de la dilatation du col, mais j'aimerais savoir combien de phases la femme doit être traversée pour arriver à la délivrance. Dans cette situation où on est déjà centimètres, c'est la première phase? C'est juste la première phase? Il y a 2 phases. Juste 2. Il y a la phase de latence et puis il y a la phase active. Bon, c'est vrai qu'on va dire que l'accouchement, il y aura 3 phases. Il y a la phase de latence, il y a la phase active, puis il y a la délivrance. D'accord. Pendant qu'il est encore à l'intérieur, on a 2 phases. Et au cours de chacune de ces phases, le rythme ou l'intensité des contractions est différent. En phase de latence, les contractions sont moins longues, moins grandes, moins douloureuses. D'accord. Alors qu'en phase active, elles sont beaucoup plus rapprochées, elles durent beaucoup plus longtemps et elles sont beaucoup plus douloureuses. Est-ce qu'on peut dire que plus les contractions sont rapprochées, plus le col se dilate? Oui, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Les contractions sont rapprochées, ça dilate, c'est vrai, mais on a des normes. Lorsque c'est encore beaucoup plus rapproché, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsque ça n'a pas le rythme qu'on veut, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle nous, on est là. C'est la raison pour laquelle Grace est là avec son partogramme pour dire, avec ce partogramme, c'est qu'une feuille de route. C'est la feuille de route de la sage-femme pour pouvoir dire si le travail évolue normalement ou s'il n'évolue pas normalement. C'est en ce moment-là qu'on dit, attention, c'est un peu comme une conduite. J'ai dit généralement à mon équipe, l'accouchement, c'est comme une conduite. Vous avez le volant, la route n'est pas droite. On va dire virer à gauche, virer à droite, aller tout droit. Et c'est tellement de partogramme qui permet de vous dire, est-ce que je dois aller à gauche, je vais aller à droite. Sinon, on laisserait n'importe quelle femme en salle comme ça, puis on aurait fait n'importe quoi. Mais ça, il faut veiller que la voiture ne va pas aller tout droit et foncer dans un mur. Il faut, en ce moment, quand on se rend compte, il faut faire un virage à droite pour redresser quelque chose qui n'allait pas bien. Justement, je pense au bébé. Pendant que la maman subit ces douleurs et tout, qu'est-ce que lui fait à l'intérieur? Comment ça se passe avec le bébé? Le bébé ressent les contractions. Oui. Il ressent les stimuli de la femme, même pendant la grossesse, il ressent ça. La preuve, je parlais tout à l'heure de cette conduite de véhicule. Lorsque les contractions ne sont pas très bien, le bébé le ressent. C'est-à-dire que lorsque c'est exagéré, ça peut entraîner ce qu'on appelle une souffrance fœtale. Oui. C'est-à-dire que ça l'a tellement comprimé qu'il réagit négativement. D'accord. Et là, la souffrance fœtale, le cœur ne va plus battre comme ça se doit. Le cœur du bébé, elle a parlé tout à l'heure, le BDF, ça ne va plus battre normalement, soit ça va battre trop vite, soit ça va battre trop lentement. Autre élément, comment est-ce qu'il va se manifester? Comment est-ce qu'il va vous dire que je me sens plus bien ici, ces contractions m'embêtent? On a parlé du rythme du cœur, qui peut être tardif, mais également, il va vous donner un signal. Il va émettre du méconium. Il va faire caca à l'intérieur du ventre alors qu'il ne devrait pas. C'est à la sortie que le bébé doit faire les selles. Alors, lorsqu'il va faire les selles, on va se rendre compte en faisant le toucher, comme on le disait tout à l'heure, encore là, il n'y a pas de machine pour pouvoir dire si le liquide, si le bébé a fait caca ou n'a pas fait caca. C'est en faisant le toucher vaginal qu'on revient avec le liquide amniotique, qu'on dit, ce liquide, il n'est pas bien, le bébé, il a fait caca à l'intérieur. En ce moment-là, il faut changer. Et justement, pendant qu'on pensait cette émission, moi, j'ai pensé, et si je l'ai pensé, je pense que d'autres dames aussi ont pensé, que lorsqu'on parle de l'enfant en souffrance, ça veut dire qu'il a tellement poussé, il est fatigué de pousser, il n'y a pas la voix, donc il va être en souffrance. J'étais loin d'imaginer que c'est à cause des contractions, des spasmes qu'il reçoit de la maman. En fait, il ne pousse pas. Il ne pousse pas. Non, on a l'impression qu'il pousse. C'est ce qu'on ressent. Là, on dit en bas, c'est la contraction du utérus qui pousse le bébé. D'accord. Nous, on dit que le bébé pousse, on sent, ça pèse. Là, on dit, voilà, il veut déjà sortir. Non, il ne pousse pas. Il ne fait rien. On l'oblige à pousser. On lui dit, pousse. Allez, sors. D'accord. Et lorsque le bébé ne se présente pas comme il devrait? Ça, il faut surveiller ça. C'est le rôle des consultations prénatales. C'est le rôle de l'examen qu'on fait quand elle arrive en salle. Lorsqu'elle arrive dans l'équipe de la maternité, il faut déjà regarder s'il a une bonne position pour pouvoir faire un accouchement par voie basse. Alors, si c'est pendant la grossesse, il y a encore des possibilités de le mettre en position normale. On dit chez nous le retourner. Comment ça se fait? Si vous dites le retourner, on se comprend.
Oui, on se comprend, nous toutes. Je nous, veux pas les femmes. utiliser. Mais si vous dites en position normale, on se dit, position normale. Oui, disons de le retourner comme elles disent. Je veux pas dire des choses parce que quand on dit ça, ça sous-entend beaucoup de choses que je ne voudrais pas qu'on s'habitue à ça. D'accord. Ce qui peut toujours mettre, parce que je le disais, il faut le mettre en position normale. On connaît la position normale, c'est que la tête doit être en bas. Alors, et c'est pas chez toutes les femmes qu'on va le faire. C'est clair. Il faut voir si les conditions sont acceptées, sont réalisables pour pouvoir faire ce retournement. C'est quoi les conditions qu'il faut? Oui, par exemple, une femme qui a déjà fait 2 césariennes, je ne vais pas me demander d'aller faire le retournement parce que tout acte qu'on pose a des conséquences. On pourra faire le retournement pour entraîner une rupture utérine. On pourra faire le retournement pour entraîner une souffrance totale, comme je disais tout à l'heure. Donc, il faut savoir que toutes ces choses, ça a des risques et il faut pouvoir être vigilant lorsqu'on le fait. D'accord. On ne retourne pas l'enfant. Est-ce qu'on vient de retenir Alors, oui. Peut-être sur la question. Lorsqu'on fait l'échographie généralement et qu'on dit aux femmes, votre bébé se présente avec le siège. Oui. Alors, ça fait une panique. Et c'est là alors qu'on va aller voir toutes ces femmes-là qui sont dans des fonds du quartier, qui donnent toutes sortes de thérapeutiques. Justement, on allait y arriver, c'est ça. On a toutes ces mamans qui font des choses vraiment incroyables. Alors, il faut savoir que le bébé dans le ventre de sa mère est comme un enfant qui est dans une piscine. Oui. Lorsque vous êtes dans une piscine, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez être à gauche, à droite, vous savez la tête n'importe comment. Donc, lorsqu'il a la tête en bas, dans la piscine, on ne va pas l'empêcher. Lorsqu'il a la tête en haut, on ne va pas l'empêcher. Il est hors de question à ce moment-là de dire qu'on va aller faire quelque chose. On commence à se poser des questions sur la position de l'enfant en fin de grossesse. 8 mois, je dirais même 8 mois et demi. Pour moi, lorsqu'on n'a pas fait 8 mois et demi, je ne suis pas trop inquiet parce que j'ai vu des femmes, des bébés qui se sont retournés même à 8 mois et demi alors qu'on estimait qu'ils n'allaient pas se retourner. Donc, ce sont des positions normales. Parfois, quand vous faites une échographie à 5 mois et que vous dites qu'il a la tête en bas, ça inquiète. Elle dit, déjà, ça veut dire que je veux déjà accoucher. Non, c'est la même logique que je dis. C'est une piscine et il est en train de nager, il fait ce qu'il veut. À cet instant-là, vous l'avez retrouvé à la tête en bas. Si vous revenez 30 minutes après, cela peut être de l'autre côté. Parce qu'il a suffisamment de liquide pour bouger, pour faire autant. Je voulais justement demander, avoir la tête en bas, la tête en haut, à 8 mois et demi, vous dites que vous ne vous inquiétez pas. Ça peut prendre combien de temps pour qu'il se retourne? Jusqu'à 8 mois Jusqu'à 8 mois et demi. On ne peut pas s'inquiéter forcément. Si à 8 mois et demi, ça ne s'est pas retourné, j'ai dit non, attention, cela peut ne pas être bien. D'accord. Ça va prendre combien de temps pour qu'il se retourne, par exemple? 2 semaines? Donc, à ce moment-là, s'il ne s'est pas retourné et qu'on peut le retourner, il faut le retourner. Parce que ça va être difficile encore qu'il se retourne. Simplement parce que l'eau, qui est l'eau de sa piscine, ça a diminué. Il n'a plus, il a grossi. Le volume n'est plus important. Donc, il n'a plus assez d'espace pour pouvoir tourner de lui-même. Là, maintenant, on comprend. C'est clair. Pendant cette période, quand on veut déjà mettre au monde son bébé et qu'il arrive des complications, parfois, c'est dû à quoi? On parle souvent du col qui n'est pas assez dilaté. On parle le bébé est trop gros. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas? Notre sage-femme, lorsque le bébé il est gros. Moi, je ne connais pas le terme exact, mais je sais qu'on essaye de faire... je ne sais pas comment vous appelez ça. Enfin, l'obstétrique, là. Bon, pour ne pas que quand le bébé est tellement gros, pour ne pas qu'il fasse une déchirure en désordre du périnée, donc on va faire un cran, juste à la verticale. Pas comme ça. Juste en fait, on a souvent tendance à faire comme une croix du périnée. Puis bon, on va en dessous de la verticale un peu. Juste là, on déchire un peu. Ça permet au bébé de sortir facilement. Ok. D'accord. Et ça permet aussi de mieux arranger. Là, c'est une autre paire de manches. Lorsqu'après la sortie du bébé, il faut arranger. Il faut déjà évaluer. C'est-à-dire qu'à l'avance, on a évalué que ce bébé, il a un poids nécessaire pour passer par voie basse. Ça, c'est clair.
on va réévaluer, effectivement, grâce à dit, il faut faire, je pense que pas de l'épisiotomie pour pouvoir grandir un tout petit peu l'orifice vulvaire, mais il faut bien évaluer que c'est un enfant qui peut effectivement passer par voie normale. Parce qu'il ne faut pas toujours forcer et puis avoir des complications au niveau du bébé. Oui. Parce qu'on veut absolument faire accoucher une femme de 4 kilos, un bébé qui a 4,8 kg par voie basse pour une femme qui n'a jamais accouché, c'est quand même assez énorme. Alors qu'on estime que le bassin, il n'est pas adéquat pour pouvoir faire passer ce bébé. Donc, il faut bien évaluer avant de décider de faire accoucher ce bébé qui est gros. Mais vous avez posé une autre question, lorsque le col ne se dilate pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la conduite. Il y a des thérapeutiques qu'il faut donner, il y a des médicaments qu'il faut donner pour pouvoir... On va revenir sur ce cas-là, le temps pour nous de prendre une page publicitaire. Intégrale Radiovision, la pub. Bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet au client. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Vous êtes sur Intégrale Radiovision. On parle aujourd'hui, dans le cas des maternelles, des contractions à la délivrance. Nous sommes en compagnie du docteur Emma Pied-Honoré, qui est gynécologue, et puis Grace Misset, qui est sage-femme. Vous parliez tout à l'heure du col qui n'est pas dilaté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je disais... lorsqu'on se rend compte que ce col n'est pas en train de se dilater, lorsqu'il est en train de se démacier, comme nous disons, alors il faut donner des médicaments qui vont essayer de l'assouplir, de le mettre dans une bonne direction, et alors commencer à s'ouvrir. Cela peut être simplement des injections qu'on peut faire, cela peut être des perfusions, des médicaments qu'on met dans des perfusions et qu'on va couler tout à fait doucement et permettre au col de s'ouvrir. Mais aussi, on peut simplement agir sur les contractions. Peut-être que les contractions ne sont pas efficaces. En fait, les contractions ont des caractéristiques, je l'ai dit. Elles doivent être suivant efficaces en fonction du temps du travail. J'ai parlé de la période de latence ou de la phase active. Oui. Si on est en phase de latence, qu'on n'a pas de bonne contraction, à ce moment-là, il faut faire que les contractions soient normales. Elles peuvent être anormales simplement parce qu'elles sont en excès par rapport à la phase, ou bien en retrait par rapport à la phase là, il faut essayer de régler. On a beaucoup de médicaments, beaucoup de thérapeutiques qu'on peut donner pour ça. Bah, malheureusement, il faut dire, hein, et c'est la question que beaucoup de femmes se posent, on va faire tout ça, mais il y a le col qui va rester, qui va vous rester fermé, oui, rigide. Ouais, c'est rigide. Dans ce cas, on va procéder à une césarienne. Vous l'avez dit. Oui. OK. On dit souvent qu'il faut avoir une activité sexuelle pendant la grossesse et qu'après, ça peut aider au moment de l'accouchement. Est-ce que c'est vrai?
Oui, mais il faut faire attention parce que quand on dit ça, on pense qu'il faut aller faire n'importe quoi. Il est simplement que le sperme contient des prostaglandines qui vont permettre, oui c'est vrai, qui permettent d'assouplir le col. Et ce sont ces prostaglandines-là que nous utilisons d'ailleurs. Ça fait partie des thérapeutiques dont j'ai dit tout à l'heure, là, qu'on utilise pour essayer de dilater le col. Donc, le sperme, je disais, contient des prostaglandines qui ont un effet positif sur le col. Donc, il est bien conseillé aux femmes d'avoir des rapports en fin de grossesse, déjà pendant toute la grossesse, mais en fin de grossesse. Toute la grossesse. Mais attention, lorsque nous nous rendons compte que le col il n'est pas bon, c'est-à-dire que c'est un col qui a beaucoup plus tendance à s'ouvrir, on va dire pas de rapport, ou bien rapport protégé, parce qu'on ne veut pas que ce sperme qui contient des prostaglandines vont à ce niveau-là dilater le col, alors qu'on veut qu'à cette étape de grossesse-là, que le col ne se dilate pas. Bon, en fin de grossesse, on va dire, bon, ok, vous pouvez malheureusement, elles sont beaucoup plus préoccupées par la douleur, par la pesanteur, par le poids du bébé que les rapports sexuels. Donc, c'est pas... Justement, mercredi, on recevait un papa ici qui partageait son expérience, qui nous a dit effectivement qu'à un moment donné, c'était plus ça entre madame et lui. Donc, comme vous dites, c'était presque inexistant déjà. Oui. Mais on parle également des exercices physiques. Comment est-ce que ça aide la dame au moment venu? On conseille souvent la marche, certains exercices. Oui, c'est important. Le sport n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse, mais attention, je ne vais pas de faire le jumping. Oui. Non, mais la marche, la natation, c'est bien, ça relaxe la femme, ça permet d'oublier un peu les douleurs qu'elle a. Mais en fin de grossesse aussi, ça permet au bébé, sous l'effet de la pesanteur, de descendre, de s'appuyer sur le col qui ouvre. Voilà en fait le phénomène mécanique qui permet au col de s'ouvrir. C'est-à-dire que le bébé s'appuie sur le col et ça s'ouvre petit à petit progressivement et ça s'ouvre. Voilà à peu près pourquoi je sais que vous arrivez toujours, vous dites souvent, même pas vous arrivez souvent aux dames, marcher un peu, essayer de faire les 100 pas. Est-ce qu'elles arrivent toujours à adhérer à ça? C'est pas toujours facile, c'est pas tout le temps facile. Mais c'est mieux parce que, comme le docteur disait, ça permet aussi, en fait, elle oublie ce stress-là aussi. Oui. Et ça permet aussi au col de s'ouvrir aussi. Oui, marcher parce qu'à ce moment-là... En fait, on conseille beaucoup plus sa position couchée à gauche, mais c'est pas aussi facile. Oui. Donc, surtout quand on a mal. Surtout quand on a mal. Oui. Donc, le mieux serait, bon... Essayer de marcher un peu, quelque part. Ça détend. Oh oui. On a parlé de délivrance. Pourquoi on dit délivrance? Si le bébé est déjà sorti, je pense que la délivrance est après. Oui. Si le bébé est déjà sorti, pourquoi on parle encore de délivrance? Oui, mais quand on parle de délivrance, c'est-à-dire qu'il faut faire sortir le placenta. Le terme délivrance fait allusion exclusivement au placenta et ses annexes. Est-ce qu'il est dangereux, le placenta? Il doit sortir. S'il ne sort pas, ça entraîne des hémorragies. La femme saigne. Oui, il faut qu'il sorte. Maintenant, à ce niveau, il y a des incidents aussi. Il y a des problèmes. Ah oui? Parce que le placenta peut être intimement accolé à l'utérus, lorsqu'on va parler de placenta accreta. C'est-à-dire qu'il est intimement accolé, là, il ne va pas se détacher. C'est pas bon, il faut des manœuvres pour pouvoir le faire sortir. Ça peut conduire au bloc opératoire. Mais après... carrément au bloc opératoire. Oui, c'est vrai. Après l'accouchement, il y a la période pour que le placenta il sorte. Maintenant, la sage-femme, elle a des méthodes qu'elle utilise. Parfois, on va demander de garder l'expectative de telle façon qu'il se décolle tout à fait naturellement. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que lorsqu'il faut attendre beaucoup, ça va effectivement, c'est l'un des gros risques de l'accouchement, c'est le saignement. Oui. Donc, il faut faire en sorte qu'il sorte dans un délai raisonnable pour qu'elle puisse faire pour que l'utérus se retracte. Parce que lorsque l'utérus, il ne se retracte pas ses mouvements. En fait, l'utérus est un petit organe qui, en temps normal, ne peut même pas entrer dans la paume de la main. Oui. Mais vous voyez que lorsqu'elle prend la grossesse, il va se dilater progressivement jusqu'à atteindre la taille que vous connaissez, que vous voyez. Et là, en ce moment-là, les vaisseaux qui passent par là deviennent aussi gros. Oui. Donc, l'utérus est un organe qui est très vascularisé. Donc, lorsque le bébé est sorti, si l'utérus garde encore toujours sa forme grosse, vous voyez que les vaisseaux sont très gros et là, elle se met à saigner beaucoup. Donc, il faut faire le maximum pour qu'ils reprennent une taille convenable, une petite taille pour que les vaisseaux aussi qui ferment leur porte, qui ferment leur calibre et que le sang ne sorte pas beaucoup. Voilà l'intérêt de la question. On dit souvent que la délivrance est douloureuse. Est-ce que c'est le cas?
Grâce à ce que la délivrance Moi, est j'ai- douloureuse. oui, j'ai entendu une dame dire que ça fait mal. Après, elle a eu des douleurs au ventre et puis on a dit que c'était... Non, ce n'est pas la délivrance qui est douloureuse. C'est juste le massage de l'utérus qui est douloureux. D'accord. C'est ce massage de C'est l'utérus ce justement massage de pour l'utérus empêcher qui qu'elle ne empêche saigne. qu'elle ne saigne. D'accord. Voilà, c'est vrai. Elle est déjà fatiguée, elle a déjà tellement de douleur qu'on va venir ajouter notre douleur. Oui, c'est quand même important. À ce niveau, ça fait mal. C'est désagréable. Mais elle dit que la délivrance Ah, en c'est elle-même, qu'elle est douloureuse, douloureuse. Non. voilà. En réalité, D'accord, ça elle se n'a pas décolle. réalisé. La délivrance, c'est quoi? C'est le décollement décollement du du placenta placenta. de l'utérus. Il va se décoller progressivement, on va retirer un tout petit peu et il va sortir. C'est vraiment pas, c'est pas douloureux. Donc, elle n'a pas réalisé qu'en fait, c'était le massage qui faisait un peu mal. Elle a confondu. Ok, c'est bon à savoir. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure que lorsque le placenta du mâle est accolé, ça peut entraîner une intervention chirurgicale. Comment cela se fait? Alors, ce sont des anomalies de la grossesse. On va parler des annexes de la grossesse. Il doit simplement s'accoler sur la face interne de l'utérus qui est la muqueuse. Mais parfois, on va voir ces cotylédons, ces fibres qui vont pénétrer jusqu'à dans le muscle de l'utérus. Ils vont s'accrocher intimement comme des racines s'accrochent au sol. Alors, faire la délivrance n'est plus aussi facile qu'on le pense. Et lorsque vous tirez, c'est clair, ça fait saigner simplement parce que l'utérus ne va pas se retracter bien. Oui, je l'ai dit, on est obligé. La première chose qu'on fait, c'est de s'assurer qu'on a tout à sa disposition, le sang, un abord veineux, on a tout, et mettre la main dans l'utérus. Et là, ça fait mal. Oui. Mettre la main dans l'utérus, ça peut se faire sous anesthésie générale pour éviter la douleur, pour essayer de décoller progressivement, minutieusement tous ces cotylédons. Les cotylédons, c'est les parties de ce placenta-là. Enlever cette caduque-là, les enlever progressivement, mais entièrement. En fait, ça ne va plus sortir en bloc, ça va sortir morceau par morceau, et jusqu'à ce qu'on le vide et utiliser d'autres thérapeutiques pour que l'utérus se retracte à ce moment-là. Bien, malheureusement, parfois, on va utiliser ces méthodes, ça ne va pas sortir, on est obligé d'aller au bloc opératoire, parfois même pour enlever l'utérus et la femme. Waouh, ça fait peur. Oui, il est question ici de sauver sa vie, parce Oui. qu'elle peut en mourir. Ouais. D'accord. Pourquoi Il faut préciser que ce n'est pas la responsabilité de l'équipe. Oui. C'est survenu naturellement. D'accord. C'est pas parce que la femme a mal suivi ses grossesses, c'est pas parce que l'équipe obstétricale a mal suivi la grossesse, ce n'est pas parce qu'on a fait ceci, c'est des choses de la grossesse. Ça, il faut prendre ça comme ça, c'est pas la peine d'aller incriminer, oh c'était elle, ou c'était parce que on n'avait pas mis le... On cherche forcément le coupable, oui. C'est clair, non, attention. Pourquoi après l'accouchement, après la délivrance, la femme met autant de temps dans cette salle avant de rejoindre peut-être sa chambre, retrouver son bébé? Pourquoi tout ce temps? Non, normalement, elle doit passer assez de temps là on doit l'observer déjà. Et on doit observer la quantité de sang qui sort, puisque il faut évaluer tout ça. Si elle est en train de faire une hémorragie ou pas. Puis on peut la ramener en salle de postpartum et arrive 1 heure plus tard, elle s'est évanouie. D'accord. Et il faut faire... Tous ces paramètres. Moi, je ne comprends pas pourquoi on dit, voilà le bébé, et après, la maman, on attend, la maman ne sort pas de cette salle. On ne comprend pas pourquoi. On prend du temps pour l'observer. Oui. Parce que, j'ai dit votre question, c'était une très bonne question, parce que très généralement, lorsque le bébé est sorti, c'est des joies, c'est cela, parce qu'on dit que tout est terminé. Malheureusement, non. Il y a certains accouchements où je ne suis même pas en salle d'accouchement. Je ne suis même pas en salle parce que je sais que les sages-femmes, elles vont laisser accoucher. Elles vont accoucher très facilement. Mais c'est quand la dame accouche que j'interviens. D'accord. Je suis absolument... Parce que tout ça, ça se prépare. On sait qui va saigner, qui ne va pas saigner. C'est vrai qu'il y a des surprises, des gens qui n'étaient pas... où on ne s'attendait pas, mais on est là. Mais certains, j'ai dit, attention, ici, ce n'est pas l'accouchement qui va poser problème. C'est plutôt la délivrance. C'est après l'accouchement qu'on va avoir problème. À ce moment-là, dès que le bébé est sorti, c'est en ce moment-là que j'entre en action. L'obstétricien va entrer en action justement pour éviter le saignement. Alors, vous comprenez pourquoi est-ce que la femme doit rester 2 heures de temps. En fait, le minimum qu'on demande, c'est après l'accouchement, c'est de rester 2 heures
en salle d'accouchement pour qu'on la surveille. Parce qu'elle a accouché, tout s'est bien passé, mais après, l'utérus, il va se relâcher, par exemple. Ou peut-être qu'il y a eu des déchirures qui ne vont pas se signaler immédiatement. Mais c'est au bout d'un certain temps qu'elle va se remettre à saigner. Si vous avez dit, bon, c'est terminé, on a vite fait, chacun est rentré chez lui, vous retrouvez la dame morte dans sa salle. Parce qu'elle va saigner, elle ne va pas se rendre compte qu'elle est en train de saigner. Déjà, elle est fatiguée, on n'est pas vigilant lorsqu'on n'est pas dans cette salle-là où la surveillance est intensive. Donc, il faut la laisser là-bas au moins 2 heures de temps. Et c'est au bout de 2 heures de temps, s'il n'y a pas de problème, on s'est dit, bon, on pense que ici, là, à 80%, on a éliminé les dangers qu'il pouvait avoir. Mais j'ai dit 80%, parce que même après ces 2 heures de temps... 20%, c'est beaucoup. Oui. Même parfois, donc on reste toujours vigilant. Déjà, dans les 24 heures, il faut rester toujours vigilant. D'accord. Là, on a parlé des contractions à la délivrance pour un cas normal. Et parfois, on entend souvent parler de grossesse à risque. Pourquoi vous utilisez ce terme grossesse à risque? Puisque toutes les grossesses sont à risque. 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 Mais il y en a, il y a des risques un peu plus élevés. On voit des femmes un peu trop aller à l'hôpital que d'habitude, que certaines, par exemple. Est-ce que c'est à cause de l'âge? Est-ce que c'est à cause de... c'est une grossesse gemellaire? Pourquoi on parle souvent de grossesse à risque? Celle-là, elle a besoin d'être observée à la loupe. Grâce a bien dit, toute grossesse est une grossesse à risque. À partir du moment où vous avez pris une grossesse, on est entré dans le domaine du risque. On a parlé tout à l'heure des 2 heures de temps qu'il faut observer après l'accouchement. Alors, pour une grossesse qu'on avait dit, bon, c'est une grossesse qui est banale. Mais il y a un problème qui survient alors qu'on ne s'y attendait pas. En fait, dans notre esprit, on dit, toute grossesse est une grossesse. Allez, pour dire, il faut prendre chaque grossesse de la même façon. Mais non, vous avez raison de dire, ça fait l'objet d'un diplôme universitaire ou bien un service spécialisé dans des grands hôpitaux où on dit ça, c'est le service des grossesses à risque. C'est des femmes qui présentent certaines particularités par rapport à la majorité de la population. Cela peut être une hypertension artérielle, cela peut être le diabète, cela peut être une femme qui a perdu déjà 4 grossesses. En ce moment-là, on est beaucoup plus stressé pour elle que pour une autre personne. Cela peut être une femme qui a des déchirures du col à l'accouchement. Bref, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire dire que c'est une grossesse à risque. Voilà. Donc, cela peut être une femme, comme vous l'avez dit, qui a 45 ans, qui n'a jamais accouché. Alors, c'est peut-être là sa dernière possibilité, son unique possibilité d'avoir un bébé. Donc, on est plus stressé. Je ne vais pas dire qu'on est beaucoup plus vigilant parce qu'on est vigilant pour toutes les autres femmes. On a beaucoup plus cette femme en esprit que toutes les autres femmes. Vous savez, dans la cohorte des femmes dans un service, supposons on a peut-être 100, mais ce n'est pas toutes les 100 qu'on va prendre de la même façon. Elle les prend tous très bien, mais c'est clair. Mais il y aura peut-être 10 où lorsqu'on dort, on pense, on dit où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Quand on ne la voit pas, on est obligé de l'appeler pour dire attention où tu es. Ou bien même quand le jour de son rendez-vous approche, vous avez déjà le téléphone que est-ce qu'elle n'est pas encore arrivée. Et ça, quand elle n'arrive pas, vous prenez le téléphone pour appeler pour dire qu'elle vienne. Comment on peut dire ça? C'est étrange. Ou alors, la grossesse, c'est quelque chose de merveilleux. Et quand on dit que c'est à risque, là, on se dit, waouh! Parce que toutes les femmes voudraient passer par là, dire que... Toutes les femmes doivent passer par là. Oui, non, toutes les femmes. Ne me dites pas que toutes les femmes voudraient passer par là. Oui, certaines sont libres. Il y en a qui disent que moi, je ne veux pas d'enfant. Je suis pas d'accord. Alors, simplement, ce que nous voulons, le message que nous voulons véhiculer, c'est que il faut prendre sa grossesse normalement. C'est-à-dire qu'il ne faut rien banaliser. À l'entame de cette émission, Grâce a dit, toute grossesse est différente. C'est-à-dire qu'une femme va avoir une première grossesse, la deuxième grossesse ne va pas la vivre de la même façon. Alors, une grossesse, il faut pas banaliser. Il faut dire, bon, ce n'est qu'une grossesse. Comme quelqu'un m'a dit, c'est quelque chose qui est non. Oui, c'est vrai, mais il faut prendre toutes les dispositions pour que cela se passe très bien. C'est le message que nous voulons véhiculer.
Voulant simplement parce qu'on sait qu'il y a certaines femmes qui ne vont pas venir en consultation. Et très généralement, c'est dans cette cohorte-là, c'est parmi ces femmes qui ne suivent pas régulièrement leur consultation prénatale qu'on va avoir des problèmes. Et quel est le rôle des consultations prénatales? C'est de détecter les anomalies qui peuvent survenir et les régler très rapidement. Voilà le but. Donc, c'est le message que nous l'on dit. On ne veut pas dire qu'on ne va pas accoucher. Il y a des femmes qui en font 6, il y a des femmes qui font 8, encore de nos jours, sans qu'il n'y ait pas de problème. Mais nous ne restons pas là en disant que c'est banal. Non, non, ce n'est pas quelque chose de banal. Vous savez, encore aujourd'hui, il y a des femmes qui ont de grossesse, qui passent toute cette période sans aller faire une consultation prénatale. Et elles vous diront carrément, moi, je ne suis pas allée. Je vais bien, mon enfant se porte bien, il est fort. Je n'ai pas forcément besoin d'y aller, mais on ne comprend pas la nécessité de le faire. C'est une erreur. Il ne faut pas taper la main sur le torse de la poitrine en disant « je suis fort ». Non, c'est vrai, la femme peut accoucher seule, c'est clair. Ça peut bien se passer, mais chez d'autres. Nous, on est là pour les mauvais cas. Pour ceux qui se passent bien, ça, c'est bien. Tant mieux. Mais pour celles, ça va pas bien se passer, il faut faire quelque chose. Il ne faudrait donc pas qu'elles sensibilisent parce qu'on ne sait pas. Et chaque fois, particulier. Oui. L'objectif, c'est zéro risque. Zéro risque. Voilà. L'objectif, c'est accouchement dans de bonnes conditions. Moi, j'ai toujours cette phrase de l'un de mes maîtres qui dit « La femme ne doit pas perdre la vie en donnant la vie. » Oui. Et l'objectif primordial de l'Organisation mondiale de la santé, c'est zéro mortalité maternelle. Or, le taux de mortalité maternelle est le plus élevé en Afrique. Oui. Et le Cameroun est en Afrique. Donc, il faut faire le maximum pour se rapprocher des normes occidentales et nord-américaines. Le gros, c'est chez nous en Afrique. Et ce gros existe chez nous en Afrique simplement parce qu'on a encore des conceptions comme celle-là, où on se dit il n'est pas nécessaire d'aller en consultation prénatale. Ou bien dans des zones les plus reculées, où il faut faire c'est difficile pour arriver dans un centre de santé. Voilà. Donc, il faut s'approcher au maximum de l'objectif de ceux qui ont encore quand même en Europe. Ce n'est pas 0% comme je dis, c'est peut-être 1 à 2 pour 1000. Mais lorsque vous avez une femme qui perd la vie en donnant la vie, je ne peux pas vous dire. Oui. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Je n'ose pas imaginer ce que vous ressentez. Et la famille a parfois l'impression que c'est traumatisant simplement pour eux. Mais non, c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe. Ça affecte beaucoup l'équipe qui n'a même plus le courage de continuer. Nous, on se sent parfois, on se dit, nous, on n'a pas été à la hauteur. Oui. Nous, on a mal fait notre travail. On a manqué quelque chose. Oui. On a manqué quelque chose parce que cela ne doit pas arriver. Cela ne doit pas arriver. Parce que la vie, c'est quelque chose de primordial. Alors, celle-là qui se sacrifie pour venir donner la vie et qu'elle perde la sienne alors qu'elle est en train de donner, non, c'est pas concevable. Ça, il faut le dire. C'est avec cette belle recommandation du docteur Emapi qui nous viennent, les recommandations qui nous viennent de l'Organisation mondiale de la santé, que nous clôturons les maternelles de ce jour. Merci à Grace Misset d'être venue participer, partager avec nous. Merci au docteur Emapi Honoré pour vraiment ces explications. C'était important pour nous de partager cela avec vous, téléauditeurs. Retrouvons-nous lundi, toujours dans le cadre de maternelle, dès 10h pour un autre sujet, bien évidemment, qui va vous intéresser. Bon week-end sur Integra Radio Vision. Merci.